Yo, salut à tous, comment ça va? Après avoir pris une pause le mois dernier, c'est le retour du format Dinomitsu, le format où je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, j'ai récupéré une vingtaine de questions parmi les questions que vous m'avez posées en commentaire de la dernière vidéo Dinomitsu et aussi sur Instagram. Et encore une fois, si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram, voilà, je vous le laisse. N'hésitez pas à nous rejoindre, on s'amuse bien, c'est chill, je vous fais souvent participer aux vidéos. Voilà, rejoignez-nous. Alors aujourd'hui, c'est un Dinomitsu un petit peu particulier parce qu'on va avoir une guest dans la vidéo. C'est une japonaise qui apprend le français en ce moment, qui a commencé un petit peu YouTube, elle a une petite chaîne YouTube. Et voilà, elle m'a contacté pour qu'on fasse une vidéo ensemble et je me suis dit que ça pourrait être intéressant du coup de la faire participer au Dinomitsu. Comme ça, elle pourra, en tant que japonaise, répondre aussi à certaines interrogations que vous avez. Donc voilà, encore une fois, vidéo très chill. Maintenant que vous connaissez l'adage de la chaîne, on va pas perdre plus de temps. C'est parti. C'est parti, je commence à répondre à vos questions. Alors la première question, elle nous vient de Lord Pixor qui nous dit « Je me demande pourquoi tu ouvres ton entreprise en France alors que tu vis au Japon. Est-ce trop compliqué? Est-ce que c'est parce que tu fais du contenu en français? Merci d'avance poto et merci pour ton contenu. » Bah déjà merci à toi, ça fait très plaisir. Alors cette question-là, on me l'a pas mal posée et je peux comprendre un petit peu l'interrogation parce que c'est vrai que je vis au Japon, je travaille au Japon, alors pourquoi avoir décidé de faire mon entreprise en France? C'est vrai que ça peut paraître anecdotique. Et la raison elle est toute bête en fait, c'est que tout simplement, mon visa actuel ne me permet pas d'ouvrir une entreprise au Japon. C'est-à-dire que pour pouvoir ouvrir une entreprise au Japon, il faut avoir soit un visa permanent, soit avoir un visa mariage, qui permet d'avoir à peu près les mêmes droits que les Japonais au niveau du travail. C'est-à-dire que la plupart des visas au Japon, en fait, ils vous permettent seulement de travailler dans le domaine défini par ce visa. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais par exemple, moi j'ai un visa qui s'appelle le visa Entertainment, et ça me permet seulement de travailler dans le domaine justement Entertainment, c'est-à-dire de travailler pour la télévision, de faire des dramas, de faire des publicités, de faire des boulots de modeling, etc. Mais j'ai pas le droit de faire d'autres boulots que celui-là. Et bien sûr, j'ai pas le droit d'ouvrir une entreprise. Donc ça, c'est la première raison qui fait que voilà, cette société que j'ai créée donc pour YouTube, je devais l'ouvrir en France, dans tous les cas, j'avais pas le choix. Ensuite, la deuxième raison, c'est que voilà, là, ça fait 10 ans que j'habite au Japon, donc ça fait 10 ans que je travaille au Japon, que je ne travaille plus en France, et donc ça fait 10 ans que je ne cotise plus du tout en France. Ce qui fait qu'en France, par exemple, j'ai plus de sécu, j'ai plus de numéro de sécu, j'ai plus rien du tout. Et du coup, c'est vrai que même si moi j'ai prévu de vivre à long terme au Japon, je sais pas, c'est possible qu'un jour je rentre en France pour X ou X raison, j'en sais rien en fait. Et du coup, le fait de pouvoir cotiser en France grâce à cette entreprise tout en étant au Japon et en travaillant au Japon, en continuant de faire mes boulots de modèle, tout ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je cotise autant au Japon qu'en France et ça me permet de garder mes droits français, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la retraite, etc. tout en faisant mes bails ici, en fait, tout en continuant de travailler au Japon. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui était assez important pour moi. Et ensuite, la troisième raison, qui est un peu plus mineure mais qui reste importante, c'est que ma chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube francophone. C'est-à-dire que je fais du contenu pour les Français. Quand je fais des partenariats, c'est des partenariats qui vont être en français. Si je fais des collaborations, que ce soit avec d'autres youtubeurs, avec des marques et tout ça, ça va être avec des compagnies qui la plupart du temps sont en France, ou avec des youtubeurs qui sont en France. Et du coup, le fait d'avoir ma société implantée en France, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple aussi pour avoir ce genre d'échanges, des échanges commerciaux, etc. Ça devient tout de suite très compliqué quand tu es au Japon et que tu veux travailler avec des gens à l'étranger parce que, voilà, rien que pour faire des virements, c'est le bordel et tout. Enfin voilà, pour ces trois points-là, c'était vraiment important pour moi de créer ma société en France. Et en plus de ça, je commence à avoir un revenu YouTube, je commence à avoir des partenariats. Et pour pouvoir déclarer cet argent, il fallait dans tous les cas que j'ai une société. Donc je pouvais pas la créer au Japon, il fallait dans tous les cas que je l'ai créée en France. Voilà, tout simplement. Je peux comprendre que ce soit un petit peu anecdotique de vivre au Japon et de créer une société en France, mais bon voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, la prochaine question, elle nous vient de Anaïs RCT03 qui nous dit « Est-ce difficile de stationner en voiture à Tokyo? Prix, abonnement, emplacement gratuit, etc. » Superbe vidéo comme toujours, bonne continuation. Merci beaucoup. Alors moi je t'avoue, j'ai pas mon permis de conduire à l'heure actuelle, donc je ne conduis jamais dans Tokyo, mais par contre j'ai une expérience parce que souvent je monte dans la voiture de mes potes, ou alors même je prends des taxis, etc. Donc je vois un petit peu comment ça se passe, et pour être sûr, je vais aussi demander à Louis, qui lui a l'habitude vraiment de conduire dans Tokyo. Et du coup ce qui en ressort, c'est que c'est pas moins bien qu'en France, et c'est pas forcément mieux, c'est un petit peu kiff-kiff, mais il y a des problèmes qui sont un petit peu différents en fait. Dans les bonnes choses, moi je dirais que tu trouves des parkings un petit peu partout. C'est vrai que peu importe où tu vas, en fait, tu checkes sur la map, t'as toujours des parkings un petit peu partout dans Tokyo, donc tu peux trouver un parking assez facilement. En ce qui concerne les prix, ça va vraiment dépendre de là où tu vas. Il y a des endroits qui sont vraiment pas chers. Tu vas avoir certains endroits où ça va être genre 1,50€, 2€ les quelques heures, et t'as d'autres endroits où ça va monter à 5, 6, 7€. Ça dépend vraiment des endroits, et souvent c'est dans les gros quartiers
que tu vas avoir les places de parking les plus chères, et dès que tu sors un petit peu de ces quartiers-là, ça va tout de suite baisser au niveau du prix. Donc voilà, t'as un petit peu de tout, il faut bien chercher, mais tu peux t'en tirer pas trop mal pour pas trop cher. Et ensuite, il y a un point que Louis m'a donné quand j'en ai parlé avec lui, mais ça c'est plus dû à la circulation au Japon. En gros, en fait, au Japon, il faut vraiment que tu prévois là où tu veux aller bien à l'avance, parce que si jamais tu te trompes de voie un petit peu trop tôt, bah à la fin t'es niqué. C'est que voilà, au moment où tu dois tourner, tu vois que t'es dans la mauvaise voie, tu peux plus tourner, et du coup bah t'es obligé de refaire tout le tour, et tu peux perdre facilement 20 minutes, une demi-heure comme ça, à devoir revenir au même endroit pour pouvoir rentrer dans ton parking. Donc voilà, ça c'est plus un problème qui est dû à la circulation au Japon, mais voilà, prévois bien à l'avance quel parking tu veux aller, fais des recherches, regarde quel endroit est le moins cher. Souvent en sortant un petit peu des quartiers, tu trouves des endroits moins chers, et puis voilà, prévois vraiment le truc pour que bah tu te trompes pas de voie au dernier moment, sinon voilà, tu perds du temps pour rien. Et Louis m'a expliqué qu'une fois il était arrivé à Shinjuku une demi-heure en avance pour retourner un truc, et que finalement en fait il s'est trompé de sortie pour son parking, il a dû refaire tout le tour, et au final il est arrivé 20 minutes en retard. Donc voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite j'ai une question de Benoît Thérault qui nous dit: merci pour tes vidéos et ce que tu fais, bon voyage en France. Bon du coup je suis déjà rentré au Japon mais merci beaucoup. As-tu déjà passé le JLPT? Si oui, quel niveau as-tu? Merci. Alors ceux qui suivent mes lives sur Twitch, Instagram, etc. j'en ai déjà parlé. Mais moi j'ai une vision un petit peu particulière du JLPT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour juger le niveau de japonais de quelqu'un, tout le monde dit JLPT. Ça devient limite voilà la carte obligatoire pour prouver que tu sais parler japonais. Alors que bah pas du tout. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le JLPT, bah c'est un petit peu comme le TOEIC pour l'anglais. C'est des concours que vous pouvez passer, donc tu as 5 niveaux, c'est de N5 à N1, N1 étant le plus fort. Et en gros ça permet de dire ça c'est mon niveau de japonais. Et du coup moi le souci que j'ai avec le JLPT, c'est que souvent quand on discute avec les expats, etc. à Tokyo, il y a une espèce de concours de grosses bites en mode ouais moi j'ai le N3, ouais mais moi j'ai le N2. Alors qu'en vrai le JLPT, à part prouver que tu sais lire tes kanji, ça prouve pas du tout ton niveau en japonais. La première raison c'est que déjà c'est un test qui est totalement écrit, c'est un QCM, où on va vérifier que t'arrives à lire les phrases en japonais, que t'arrives à comprendre ce qu'il y a d'écrit, etc. On va vérifier que tu connais bien tes kanji, mais c'est tout, il n'y a aucun test à l'oral par exemple. Mais du coup on croise souvent des gens qui ont un N3, un N2, qui sont des très bons niveaux au JLPT, mais par contre ça ne traduit pas du tout ta capacité à parler le japonais, à communiquer en japonais. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont le N3, qui ont le N2, mais qui sont pas capables de parler vraiment couramment japonais. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'embête beaucoup par rapport au JLPT, c'est que vraiment on a l'impression que c'est quelque chose d'obligatoire pour prouver que tu sais parler japonais aujourd'hui, alors que pas du tout en fait. Moi par exemple dans mon cas, je l'ai jamais passé, et j'en ai jamais eu besoin. C'est-à-dire que moi dans la vie de tous les jours, je parle japonais, je lis le japonais, j'écris en japonais. Tous les entretiens d'embauche que j'ai fait jusqu'à maintenant, je les ai fait en japonais, et j'ai jamais eu besoin de prouver à quelqu'un mon niveau de japonais, parce que en discutant avec lui à l'entretien d'embauche, la personne elle a très bien vu tout de suite que je savais parler japonais. Par contre, il y a des cas où avoir un JLPT niveau N3, N2, N1 pour les plus forts, peut être super intéressant. Par exemple, si vous n'êtes pas au Japon, si vous êtes en France et que vous avez envie de postuler pour un poste au Japon, le fait de pouvoir marquer votre niveau de JLPT dans votre CV, c'est vrai que ça peut être intéressant et ça peut rassurer la personne qui va vous embaucher derrière. Donc voilà, pour ce genre de cas bien précis, c'est vrai qu'avoir le JLPT, ça peut vous aider, et dans tous les cas, voilà, si vous en avez l'occasion et si vous en avez l'envie, passez-le, le JLPT c'est bien, c'est toujours quelque chose en plus à marquer sur son CV dans tous les cas. Mais encore une fois, voilà, moi le seul truc qui me gêne, c'est vraiment cette espèce de JLPT à tout prix, ou si t'as pas ton JLPT, c'est que t'es pas bon en japonais, ou que tu ne mérites pas de... Non, c'est totalement faux. Je connais énormément de gens qui n'ont pas le JLPT, qui parlent 100 fois mieux japonais que des gens qui ont un niveau N2 par exemple. C'est quelque chose d'assez courant au Japon, et il faut s'enlever de la tête que si t'as pas le JLPT, tu ne peux pas travailler, ça c'est totalement faux. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Bonjour, ceci est un caméo. En vrai, Mitsugi, tu devrais montrer l'envers du décor. Là, c'est intéressant. Attends, je vais montrer l'envers du décor. Voilà. Comment ne pas avoir de réverb quand tu tournes? C'est rigolo. C'était quoi, vas-y, c'est quoi ta prochaine question? La prochaine question? Quarantaine. Ah, ça fait voilà. Je peux en parler. Alors du coup, la prochaine question, elle nous vient de Philippe VH qui nous dit: est-ce qu'à ton retour au Japon, tu devras faire une quarantaine de 14 jours? Alors Louis? Oui, effectivement, il y a une quatorzaine à faire. Vous avez beau être vacciné, dépisté 3 fois, 3 jours de quarantaine à l'hôtel, mais quand même, vous êtes fliqué, voilà, avec grand plaisir. Et en plus, au Japon, c'est particulier parce qu'ils vous fliquent avec des applications. Vous avez genre 2 ou 3 applications pour toi. Tous les jours, ils vous appellent. Il y a une IA qui vous appelle, qui vérifie en fait ce qui est autour de vous pour vérifier que vous êtes en intérieur, que vous êtes bien confiné. Et en plus, ils vous envoient random des I'm here, en fait, des je suis bien chez moi, qui sont tracés avec le GPS pour vérifier que vous avez pas bougé. Je sais pas si c'est pareil dans les autres pays. Enfin, en France, il y avait pas ça. En France, mais est-ce qu'il y a d'autres pays que le Japon qui font la même chose? Je sais pas. En fait, je pense que le Japon, d'une certaine manière, est un peu laxiste parce que, genre, en Corée, à Hong Kong ou quoi, t'as beau être vacciné, dépisté, tout ce que tu veux, c'est 14 jours. Donc, c'est pas le pire au Japon, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué à ça quand t'es en France. C'est ça, ouais. Mais en fait, c'est une situation ironique où la personne qui te met en quarantaine est moins safe que toi, en fait. C'est ça, ouais. Mais encore une fois, voilà, le Japon n'est pas le pire, il y a d'autres pays qui font bien plus sévère. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Alors, la prochaine question nous vient de Pakalos qui nous dit: est-ce que tu comptes avoir un animal de compagnie au Japon? En tout cas, on voit que tu es fanat des chats. Alors, en vrai, je kifferais grave pouvoir
avoir un animal de compagnie. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vécu avec des animaux de compagnie. C'est-à-dire que j'ai eu des chats, j'ai eu des chiens, j'ai eu des perruches, j'ai eu des hamsters, j'ai eu des cochons d'Inde, j'ai eu des lapins, j'ai toujours eu des animaux de compagnie avec moi. Et c'est vrai que j'adore ça. Et donc là, à la maison de ma maman, comme vous avez pu le voir dans les vidéos pendant que j'étais en France, bah voilà, j'ai 2 petits chats, Paga, Relax, qui sont tout mignons. Ils me manquent déjà, je vous jure, ils me manquent déjà. Et du coup, c'est vrai que voilà, je me suis souvent posé la question et je me suis souvent dit, bah, j'aimerais avoir un animal de compagnie en fait ici aussi. Le problème étant que, bah, c'est vrai que trouver des appartements où les animaux de compagnie sont tolérés, c'est assez dur quand on veut rester dans Tokyo. Et là, jusqu'à maintenant, tous les appartements où j'ai été, bah, on n'avait pas droit aux animaux de compagnie. Et en plus de ça, mon rythme de vie ne me permet pas en fait d'avoir un animal de compagnie. Ce serait trop contraignant parce que bah, je bouge beaucoup, je suis souvent pas à la maison pendant plusieurs jours, même des fois avec les boulots de modeling. Des fois, je dois partir dans le Kansai, dans le Kyushu pendant facilement 1 semaine. Et ça veut dire qu'à chaque fois, genre 1 fois par mois, voire plus, et bah, il faudrait que je laisse mon animal en fait à quelqu'un pour qu'il me le garde à ma place. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez contraignant. Donc voilà, c'est un petit peu à cause de tout ça que jusqu'à maintenant, j'ai pas pu prendre d'animal de compagnie. Mais c'est vrai que là, ma vie, elle a pas mal changé en fait depuis que j'ai commencé YouTube, etc. Depuis 1 an, je vous en avais déjà parlé. C'est vrai que mon rythme de vie, il a pas mal changé aussi. Je suis plus souvent à la maison parce que bah, je tourne des vidéos YouTube, etc. Et donc voilà, peut-être que par la suite, peut-être que dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, bah, j'ai commencé à réfléchir à peut-être me prendre un chat, un chien. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aimerais beaucoup. J'en ai jamais eu la possibilité, mais vous en faites pas que voilà, le jour où je l'ai, je vais la saisir de toutes mes forces. Je veux un chat! Alors ensuite, prochaine question, elle nous vient de Samuel Marin qui nous dit Hey Mitsu, super vidéo comme d'habitude, merci beaucoup. J'avais une petite question, comptes-tu nous faire des vidéos dans d'autres pays? Pas forcément asiatiques, mais des vidéos voyage. Alors j'ai l'impression que j'avais déjà un peu répondu à cette question, mais oui, totalement. En fait, moi ce que j'aimerais, c'est que cette chaîne YouTube, certes, aujourd'hui, elle est pas dédiée, mais elle parle beaucoup du Japon parce que bah, je vis au Japon. Tout ce que je fais, que ce soit mon travail, mes activités, bah, c'est au Japon. Donc forcément, cette chaîne, là en ce moment, elle parle du Japon. Mais la vérité, c'est que moi, j'aimerais quand même essayer de transcender ça, de passer un petit peu au-dessus de ça et de pouvoir vous parler d'autre chose que le Japon par la suite. De pouvoir faire des voyages dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Islande, que ce soit au Canada, et de pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. Et le jour où on peut revoyager, ouais, j'aimerais bien prendre ma caméra et vous faire que ce soit des vlogs, que ce soit des interviews, que ce soit des reportages dans d'autres pays que le Japon. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Et moi, je pense que j'ai aussi envie de vous proposer d'autres contenus qui sont pas forcément ceux du Japon. Alors là, forcément, en ce moment, en étant tout le temps au Japon, bah, c'est vrai que mon contenu il est surtout tourné autour du Japon. Mais c'est vrai que voilà, par la suite, ouais, ce sera avec plaisir le jour où je peux aller à l'étranger. C'est fort possible que vous voyez des vidéos voyages, des vidéos interviews, des vidéos reportages dans d'autres pays que le Japon arriver sur la chaîne. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce genre de contenu ça vous plairait ou non. Et moi, dans tous les cas, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite, la prochaine question, elle nous vient de DJ Tom qui nous dit comment ça se fait que t'as toujours pas 1 million d'abonnés? Bah c'est vrai ça. Pourquoi j'ai pas 1 million d'abonnés? D'ailleurs, si t'es pas abonné à la chaîne, le bouton est juste là. Je t'invite à cliquer dessus, c'est le petit bouton rouge. Voilà, vas-y. Ah, avance ta souris, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et ensuite, dernière question, avant de bouger au prochain endroit, c'est une question qui nous vient de Camille Garnier qui nous dit Mi-chan, t'es pas un garçon du coup? Quelqu'un veut bien m'expliquer si Kun c'est pour les garçons, pourquoi Chan pour Mitsugi? Alors ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question par rapport à la dernière vidéo où je vous ai expliqué que mes amis japonais m'appellent Mi-chan. Et c'est vrai que quand vous apprenez le japonais ou alors quand vous regardez des animés, etc., vous avez tendance à penser que Kun, bah, c'est le suffixe pour les garçons, et Chan, c'est le suffixe pour les filles. Alors qu'en vrai, ni Kun ni Chan ne sont définis par le sexe de la personne. Tu peux très bien appeler une fille Kun et appeler un mec Chan. La seule vraie différence, ça va être plutôt une différence en mode Chan, c'est peut-être un petit peu plus mignon. Et c'est pour ça que souvent on va avoir tendance à donner Chan comme suffixe à des filles. Et Kun, sans forcément que ce soit quelque chose de viril ou quoi, bah, c'est quelque chose d'un petit peu plus neutre. Et du coup, c'est pour ça que souvent bah, les garçons, on va leur donner comme suffixe Kun. Mais dans la vie de tous les jours, c'est tout à fait courant de voir une fille dont le suffixe est Kun et un mec dont le suffixe est Chan. C'est pas quelque chose de bizarre, loin de là. Parfois d'ailleurs, ça peut être aussi défini par rapport au nom de la personne. Par exemple, quelque chose que les japonais aiment beaucoup faire, c'est raccourcir les noms pour y rajouter le suffixe kun ou chan. Et prenons pour exemple un garçon qui s'appelle Makoto, bah soit on va l'appeler Makoto-kun, soit on va l'appeler Mako-chan. À savoir que Makoto-kun c'est quelque chose d'un peu plus formel, ce sera par exemple les copains à l'école qui peuvent t'appeler comme ça. Alors que Mako-chan c'est un peu, comment dire, c'est vraiment un pote à toi, c'est vraiment quelqu'un de plus proche de toi, quelqu'un que tu connais très bien, ça peut être ton meilleur pote par exemple. Parce que Makoto-kun, tu sens un petit peu une distance, là où Mako-chan tu la sens pas. Moi pour reprendre mon exemple, la plupart de mes amis japonais, mais vraiment plus de 90%, m'appellent Mi-chan. Mais il y a certaines personnes, par exemple dans mon agence, que je croise de temps en temps, qui elles m'appellent Mitsugi-kun. Enfin voilà, je sais pas si j'ai réussi à bien m'expliquer, mais dans tous les cas, ne pensez pas que kun-chan, ça définit garçon-fille, c'est totalement faux. C'est plus une différence de cercle social qu'une différence de sexe. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors sur ce, maintenant on va bouger d'endroit, et j'ai pas encore été à ici Japon depuis que je suis revenu à Tokyo. Du coup je pense qu'on va aller leur rendre une petite visite, et je vais en profiter pour continuer de répondre à vos questions directement là-bas.
Hello. Mais l'autre là, le vlogueur là j'avoue, c'est qui t'es une copie Wish de Mitsuki, t'es Mitsu Mimote Loki Mistu. Comment vous allez bien? Ça fait longtemps? Bah ouais. Ça va? Il s'est passé quelque chose. Il se passe quelque chose. Ouais. Voilà, j'ai coupé mes cheveux. Du coup, t'es venu pour travailler? Voilà, je suis venu pour tourner une vidéo. Ok, bah bonjour, bienvenue. Bonjour, voilà, j'ai tourné ma vidéo. Mettez-vous bien. Ça va? Salut ma poule. Tu vas bien? Ça va et toi? T'es beau là, t'as les cheveux courts et tout. Toi aussi? Oui, j'ai coupé. Waouh. Oh mais c'est qu'il est tout beau. Mais c'est toi qui es tout beau. Salut toi. Salut toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, grave. Du coup, alors on est bien arrivé à ici Japon, j'ai pu revoir un petit peu tout le monde, ça fait trop plaisir. Ça fait quoi, 1 mois et demi à peu près que je les avais pas vus. Donc là on est posé dans la salle TV Louis, dans le fameux canapé que vous avez sûrement déjà vu dans les autres vidéos de TV Louis ou même dans certaines de mes vidéos. Et donc voilà, je profitais d'être un petit peu ici, posé, tranquille pour continuer de répondre à vos questions. Du coup la prochaine question elle nous vient de SHRZ57, je crois que t'avais déjà posé une question et que j'avais déjà pas réussi à lire ton blaze. Je suis vraiment désolé, je me rappelle plus du coup, tu me l'avais précisé mais je ne sais plus comment ça se prononce, je suis désolé. Dinomitsu, comment t'es venue l'idée de faire les Dinomitsu? Genius idea. En fait, c'est venu d'un constat assez simple, c'est que je me suis rendu compte que moi, quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé vraiment tout seul. J'avais personne pour m'aider sur place. J'avais pas de connaissances, j'avais pas d'amis sur place, et j'ai vraiment dû tout apprendre sur le tas. Et j'ai eu pas mal de gens au final que j'ai rencontrés, etc., qui m'ont pas mal aidé dans pas mal de mes projets, qui m'ont pas mal aidé quand j'ai eu du mal à faire certaines choses, etc. Donc en fait, je me suis dit voilà, si j'avais su toutes les choses que je sais aujourd'hui quand je suis arrivé au Japon, en fait, ça m'aurait pas mal aidé et j'aurais pu aller beaucoup plus vite dans pas mal de démarches, j'aurais pu aller beaucoup plus vite dans pas mal de projets. Et donc moi, toutes ces connaissances que j'ai un petit peu acquis de mon expérience pendant 10 ans au Japon, je me suis dit voilà, ce serait intéressant en fait de partager ça aux gens parce que ça peut vous permettre vous de répondre à certaines des questions que vous vous posez, ça peut vous permettre de peut-être aller un petit peu plus vite dans les démarches pour vos projets, etc., que ce soit au Japon ou pas d'ailleurs. Le format Dinomitsu, c'était un petit peu une démarche c'était vraiment important pour moi d'avoir ce côté senpai un petit peu, en mode voilà, écoutez, ça fait 10 ans que je suis ici, j'ai vécu plein de choses, il y a plein de choses que moi je sais et que vous ne saurez pas tout de suite en arrivant au Japon, et si je peux déjà vous donner un petit peu tous ces indices, si je peux déjà vous donner un petit peu toutes ces informations là, peut-être que vous, ça va vous aider et que vous allez aller beaucoup plus vite pour votre future vie au Japon, ou vos futurs voyages au Japon, et pas que le Japon d'ailleurs, hein, ça peut être juste le fait de vivre à l'étranger, tout ça. Voilà, je pense vraiment que c'est important de partager un peu tout ça, de pas juste le garder pour moi, et c'est un petit peu ce pourquoi j'avais envie vraiment de créer un format FAQ, mais un peu plus poussé, où vraiment je vais dans le détail et je réponds vraiment profondément à chacune de vos questions. Et là, ça me fait super plaisir de voir aujourd'hui que ce format qui était un petit peu un format mineur sur la chaîne au départ, enfin je pensais vraiment que ça allait être un petit format facile, c'est devenu limite le format principal de la chaîne parce que c'est le format qui fait le plus de vues, c'est le format qui intéresse le plus les gens dans mes vidéos, et voilà, moi ça me fait vraiment super plaisir de voir qu'on a réussi à créer un petit peu cette communauté de partage. Donc écoutez, merci à tous hein, vraiment d'avoir accueilli ce format là de cette manière là, et si vous avez des questions à me poser, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, si moi je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Ensuite, la prochaine question nous vient de Melinda Lalba qui nous dit: merci de faire rêver une étudiante qui veut aller au Japon, avec plaisir. Les Japonais aiment-ils les jeux de société? Alors ça, bizarrement, c'est une question qui est pas mal revenue sur les questions sur Instagram. Il y a vraiment des gens qui sont ultra intéressés à savoir si les Japonais jouent aux jeux de société ou non. Et la réponse est oui, mais grave, les Japonais ils kiffent les jeux de table, ils kiffent les jeux de société. Et je pense que voilà, n'importe quelle soirée, même quand vous allez dans des bars au Japon, à tout moment t'as quelqu'un qui va te sortir un jeu de cartes ou qui va te sortir un jeu de loi ou un truc comme ça, et t'as tous les gens qui, en buvant des coups, commencent à jouer un petit peu aux jeux de société et tout. C'est vraiment quelque chose qui est très culturel au Japon. Les Japonais adorent ça. Et ça, c'est assez drôle parce que mine de rien, c'est l'impression que moi j'ai, dans la culture occidentale, le jeu de société ça se perd un peu. On en fait de moins en moins, ça intéresse de moins en moins les gens. Là où les Japonais, par contre, vraiment ils continuent de kiffer ça de fou. Et donc du coup voilà, c'est vraiment pas rare de voir des Japonais qui jouent aux jeux de société, qui proposent un jeu de société. Enfin vraiment voilà, si toi tu kiffes les jeux de société, t'en fais pas, tu vas trouver pas mal de potes japonais avec qui tu vas pouvoir y jouer. Ensuite, prochaine question Instagram, elle nous vient de Garzwook. Je sais pas si je prononce bien, je suis vraiment désolé. Si tu n'avais pas pu faire tes métiers actuels, quel autre métier tu aurais voulu faire? Alors moi, il faut savoir que j'ai décidé de faire des métiers artistiques assez jeune en fait. J'avais décidé ça vers mes 12-13 ans. J'avais d'abord commencé à faire de la guitare, j'avais commencé à faire de la musique, et donc j'avais très vite annoncé à ma mère que voilà, moi plus tard j'avais vraiment envie de travailler dans le milieu artistique, dans le milieu musical au départ. Je me suis jamais vraiment dit que j'allais faire un autre boulot. C'était assez clair dans ma tête que dans ma vie j'allais faire de l'art mon métier en fait. Et par contre forcément j'étais assez lucide sur le fait que l'art ça peut ou ça peut ne pas marcher en fait. C'est que vraiment tout le monde ne réussit pas à vivre de ça, et forcément ça m'est déjà arrivé de réfléchir à d'autres métiers que je pourrais faire si jamais j'arrivais pas à faire ce métier artistique que moi j'avais envie de faire. Et parmi les quelques métiers que j'avais en tête, il y en a un que même encore aujourd'hui je me dis que vraiment si j'avais pas fait tous les métiers que j'ai fait, c'est-à-dire modèle, acteur, là maintenant YouTube, la télévision japonaise, etc., si j'avais pas fait tout ça, un métier qui moi m'aurait beaucoup plu, c'était professeur. Et quand je dis professeur, c'est pas genre professeur d'anglais au Japon, professeur de français au Japon ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment professeur de la même manière que là en fait j'essaie de vous apprendre un petit peu des choses à travers mes vidéos, à travers les Dinomitsu. Vraiment j'ai toujours
aimé en fait partager des connaissances avec les gens, tout ça. Et je me dis voilà, je sais pas dans quel domaine ça aurait été. Est-ce que ça aurait été dans le domaine des langues, par exemple apprendre le japonais à les français? Est-ce que ça aurait été dans le domaine peut-être de l'histoire, des sciences, parce que moi j'adorais les sciences quand j'étais plus jeune, je ne sais pas. Mais juste le fait voilà de partager les connaissances, c'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé. La preuve c'est que bah voilà, je continue de le faire finalement sur YouTube. Et je pense que voilà, si j'avais pas pu faire tous les métiers que je fais aujourd'hui, ben voilà, essayer de partager un petit peu mes connaissances, faire un boulot comme un boulot de professeur, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait grave intéressé. Et ensuite bien sûr, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais quand j'étais tout petit, bah, j'avais envie de devenir créateur de jeux vidéo, mais voilà, ça c'est vite parti à la poubelle. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup, dernière question avant qu'on bouge et qu'on aille rencontrer notre guest du jour, c'est une question qui nous vient de Soulchart qui nous dit « Salut, c'est toi le violoniste dans Michi Shirube ?» Alors ça, je pense que cette question, il y a beaucoup d'entre vous, là, en ce moment, ils se disent de quoi il parle? Violoniste, Michi Shirube? C'est quoi ce délire? Alors du coup, je vous explique, il y a un animé qui s'appelle Violet Evergarden, qui est un animé qui a quoi, maintenant 2-3 ans, je pense, et qui a vachement marché, vraiment, c'est un animé qui, autant au Japon qu'à l'international, bah, il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié cet animé-là. Et en fait, ils avaient tourné un clip pour le ending et pour l'opening de cet animé avec les vraies chanteuses, etc. Et moi, en fait, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'honneur, quelque part, de pouvoir jouer le premier rôle, en fait, du ending de l'animé. Et du coup, dans cet ending, effectivement, on peut me voir avec un béret en mode un petit peu franchouillard, avec un violon, et donc voilà, on me voit jouer du violon dans le clip, et bah effectivement oui, du coup c'est moi. Alors en vrai, j'en avais déjà un petit peu parlé, je pense que c'était sur un live Instagram que j'avais fait il y a de ça déjà quelques mois, où je vous avais montré un petit peu quelques pubs, quelques clips dans lesquels j'avais joué, et du coup bah il y a des gens qui étaient déjà au courant. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse une vidéo, ou même qu'on en fasse un live sur Twitch, où je vous montre un petit peu tous les trucs dans lesquels j'ai joué, que ce soit les dramas, que ce soit les films, que ce soit les publicités, etc. Dites-moi si ça vous intéresse, à la limite je pourrais peut-être essayer d'en faire soit une vidéo, soit on en parlera pendant un live. Enfin voilà, moi ça me plairait bien de vous le montrer, donc si vous ça vous intéresse, mettez-moi ça dans les commentaires. Sur ce voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger à Shibuya et on va rejoindre donc Hina-chan. Hina-chan donc c'est une japonaise qui habite à Nagoya, elle est venue à Tokyo exceptionnellement, et donc elle apprend le français depuis quelques temps, elle a ouvert sa chaîne YouTube, et du coup bah aujourd'hui le but c'est que elle réponde un petit peu à certaines questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Donc voilà, on perd pas plus de temps, on va à Shibuya. On est bien arrivé à Shibuya et comme vous pouvez voir, il y a Hina-chan qui est juste là. Bonjour Hina-chan. Bonjour, je suis Hina. Je suis en train d'apprendre le français et je fais des vidéos pour YouTube. Du coup, comme elle vous a dit, elle a lancé une chaîne YouTube il y a pas très longtemps. Donc voilà, YouTube il y a il y a un an. Et du coup, on a décidé il y a à peu près 2 mois de faire une vidéo ensemble. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être tout simplement de continuer de répondre un petit peu à vos questions. Là, j'ai reçu quelques questions sur Instagram concernant Hina. Et donc, on va répondre ensemble. Alors bien sûr, elle apprend le français, elle ne parle pas encore couramment français, ce qui fait que les questions, elle va y répondre en japonais. Mais ne vous en faites pas, je suis très gentil. Je vais vous mettre les sous-titres. Voilà. Sur ce, c'est parti, on répond à vos questions. Alors du coup, la première question, elle nous vient de MP de Lucas qui nous dit « Comment t'es venue l'idée d'apprendre le français ?» そう何か勉強したくなって適当に本屋さんに行ったんですよ。本当に理由もなくフランス語の本が目に入って、フランス語ってなんか触れることがないし、どういう仕組みでできてるんだろうって買って帰って仕組みを見てるうちに見てると使ってみたくなるじゃないですか。そうだね。そうだからハロートークに登録して男の子と知り合って、それが会話が楽しくて、日本だと外国人と話す機会はもう本当にない。特に名古屋にいるとね、あんまりもう外国人いないぞ。で喋ってるともっと喋れるようになりたいから習い事で始めたりして。で、フランス語を勉強し始めてからどんぐらい？多分2年目くらいになります。Ok. Voilà, on espère qu'elle a pu répondre à ta question. Ensuite, la prochaine question, elle nous vient de The Sound Shifter qui nous dit « Comment vois-tu les otaku avec ton regard de japonaise? Sont-ils mal vus en général par la société ?» 全然そんなことないです。日本だと数年前まではちょっとオタクってダサいみたいなイメージがあったんですけど、今だと「鬼滅の刃」とか「ワンピース」とか見てない方がダサいみたいな
ああ、確かにある。みんな見てます。もうかっこいい男の子みんな見てます。そう普通に T シャツでキャラクターの着てるし LINE っていうチャットが着せ替えでキャラクターにしてる人多いですし、全然恥ずかしくない。ただ限度があってちょっと萌え系とか幼い女の子のキャラクターのアニメみたいな抱き枕とかじゃないですか。あるねもうそうあるね限度がありますね。オタクのイメージって変わったと思わない？電車男とかわかる？見るとね、わかると思うんだけど、オタクってのがもうそういうイメージだったでしょ。でも最近ってなんだろう、オタクってのがもう普通に可愛い使い方するじゃん。あ、ちょっともう僕オタクになっちゃったとか、それってどう思う？昔じゃ考えられないですよね。だから外国から日本に来て自分がオタクっていうのをもっと言った方が友達も増えると思います。Oh, ça c'est ultra intéressant. Et du coup, j'espère qu'elle a pu répondre à ta question. Ensuite, du coup, la prochaine question nous vient de Gré Ravel qui nous dit est-ce qu'elle regarde du YouTube français? 見ます。大好きです。 Du coup, tu aimes qui comme YouTuber en France? France no YouTuber って誰が好き？ナシチュアシオン、シプリアン。自分が YouTube やってるのがあるから勉強になるから見始めたのがきっかけなんですけど、なんだろう、言葉が分からなくても景色を見るのも楽しいし、あ、納豆さんも好きです。納豆ね。納豆みたいです。Vas-y, on dirait natto, vous savez, le natto. Vous avez une image maintenant. C'est Tomite-moi. あ、どうぞどうぞ。 Alors déjà, il y a Laurent Cassia. Il y a... ah, lui, je le connais très très bien, il s'appelle Mitsu. Si t'as pas compris la blague, c'est moi. Donc Julie, bien sûr, Julie que vous connaissez très bien si vous regardez la chaîne de Louis. Et il y a peut-être une vidéo avec Julie et Takumi sur sa chaîne. Voilà. Donc encore une fois, il y a Tokyo Nojo. Anatitude, si tu passes par là, Anna, elle est abonnée à toi. TV Louis, Sora, bien sûr Sora. あ、そうか。 Sofiane, ah t'es abonné à Sofiane, あ、昨日ジュ incroyable. リさんから聞いて昨日登録しました。 Ici Japon Corp, elle est abonnée à Ici Japon Corp quand même. はい。 Joueur du grenier, elle est abonnée à JDG. Est-ce que c'est pas sublime quand même? Un petit Japania aussi qui est par là, Louis-san bien sûr, notre maître à tous. Il y a Keko, Miterune, je pense sur YouTube. Bah du coup voilà, si vous demandez si elle regarde du YouTube français, apparemment elle en regarde quand même beaucoup. Ah du coup la prochaine question elle nous vient de Marion LCT39 qui nous dit quelles sont d'après elle les principales différences entre une femme dans la société japonaise et française. 日本だと男性を立てるって言って男の人がこういう仕事をしたんだって言ったら、あ、すごいですね、私にはできませんみたいな、もうすごいっていうのをとにかくもうおだてる礼儀というかマナーというかデートで行った方がいいさしすせそっていうのがあってご存知ですか？あのね、そういう曲あるの知ってる？自分が下の人で男の人が上でもう褒めなくちゃなんか偉そうな女みたいな、なんかそれを実際求められてるかもわからないんですけど、なんかそういう社会で育ったから無意識に「わすごいですね」とかなんか褒める立場に回ってで後からなんか帰り道あ疲れたなみたいな。 Ah, bah, c'est vrai que pour le coup ça c'est quelque chose qui est très très japonais parce que mine de rien la société japonaise elle est quand même encore très patriarcale. C'est vrai que c'est vraiment les hommes sont au-dessus, les femmes sont en dessous. Ça commence un petit peu à changer quand même, tout au kawate kiteるでしょ。ああそうですね。 Koko Saikin. Donc c'est vrai que c'est un système de pensée qui est assez vieux mine de rien, qui commence un petit peu à changer, mais il est encore beaucoup trop présent en fait je trouve. Et du coup c'est vrai que voilà en fait c'est pas la première fois là elle vient de dire ça, c'est pas la première fois que j'entends. C'est vrai que du coup les femmes elles doivent toujours un petit peu même faire semblant d'être en dessous des hommes, que ce soit quand il y a des dates, que ce soit même pour au travail etc. Elles doivent montrer que non voilà on n'est pas au niveau des hommes, les hommes sont au-dessus de nous. Et c'est vrai que ça je pense que c'est une grosse pression sociale que les femmes ont au Japon en fait. フランスの女性は強いよって聞いたことあるんですけど、もしそういう風に日本で振る舞ったら高飛車な女っていう言葉があって、そうなんか嫌な人になっちゃうから、日本でいいと言われてるのはおしとやかで優しくて協調性がある。だから自分の願望を強く言うなんてなんか自己中みたいな感じになっちゃうので、難しいですね、自分の希望をちゃんと伝えるっていうのは。 Ouais, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on entend assez souvent sur internet, mais là c'est cool de pouvoir l'entendre vraiment d'une personne qui est concernée par ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui est en train de changer. Moi je vois vraiment quand même l'évolution petit à petit. Même Hina, tout à l'heure on discutait, elle m'a dit quand même qu'elle voit que ça évolue dans le bon sens. On commence un petit peu à sortir de cet archétype là. Mais bah, c'est encore trop présent et voilà, vivement que ça change beaucoup plus quand même pour qu'on sorte un petit peu de
comment on pourrait dire, dans cette société un petit peu trop encore patriarcale malheureusement. Enfin voilà, j'espère qu'on a pu répondre à ta question. Du coup la prochaine question elle nous vient de Ronan Mario qui nous dit une chose que tu préfères dans la culture française plutôt que dans la culture japonaise. 服です。服。インスタグラムで偶然そのフランスの女の子たちがフォローしてる服屋を見つけたんですけど、なんかもうすっごい可愛くって、なんか見たら毎回いいねをしちゃうし、似てる服を日本で一生懸命探すんですけど、ないんですよね。だから通販でいつか買いたいなって思って。意外な答え、なんかこんなの来ると思ってなかった。あ、本当ですか？もっとわかんないけどなんかアートだとかもっともうまた何か社会的な何かを言うかなと思ったらまさかの洋服Surtout que je sais pas vraiment si c'est le cas, mais j'ai l'impression que souvent on trouve que le Japon ils sont bien habillés en fait. On trouve qu'au Japon il y a vraiment une bonne vibe en fait au niveau des vêtements tout ça. Et c'est marrant de voir que du côté japonais, bah du coup ils préfèrent les vêtements en France. Alors, la prochaine question elle nous vient de Set-in. Est-ce que c'est Céline? Je sais pas, tu me diras si je me suis trompé ou pas. Ton wagashi préféré? Ichiban suki na wagashi wa nan desho? お菓子か食べないんですよね。食べないんだ。私がよく食べるのはガトーショコラとかシュークリームとか。待って、どっちも和菓子じゃなくない？日本じゃないよ。ガトーショコラとか和菓子じゃないそれは。あとね、チーズケーキも好き。C'est pas du tout japonais tout ça. 食べないにしてもまあ和菓子の中だったらこれが好きってのがある。2ヶ月前くらいにどら焼きを買いました。じゃあ一番好きな和菓子といえばどら焼きで合ってるのか？のÇa n'a aucun sens. もうザ和菓子っていうなんていう名前かもわからないんですけど、練り物名前がわかんない。T'es sûr que t'es japonaise? 本当に日本人？ジューシージャポネーズ。これが季節によって全然違うし、この間ツイッターで見たのがこれの職人さんが鬼滅の刃のキャラクターによってすごい全種類作ってて。Donc ton wagashi préféré c'est Nerikiri? Oui. Ok, mais c'est intéressant parce que je pense que personne s'attendait à ça. Je pense que tout le monde s'attendait à un truc genre Dorayaki, mais personne s'attendait à ce qu'elle réponde à Nerikiri, dont apparemment aucun japonais ne connaît le nom. Voilà. Et du coup la dernière question nous vient de Melinda Lalba qui nous dit comment les Français sont-ils perçus au Japon? めちゃくちゃおしゃれで英語で話しかけてもフランス語で帰ってくるって聞いたことがあります。それでなんか馬が走ってそうって思う。馬。馬。Ça c'est très très drôle pour le coup. Et je vais expliquer pourquoi après. なんかあんまり笑ってないようなイメージがあるんですけど、どうですか？パリはそうかもしれない。例えばパリのメトロとかに入るとみんなが大体ね。Et moi ce que j'ai pensé tout à l'heure c'est quand tu as dit que pour toi l'image de la France c'était des gens qui montaient sur des chevaux. Je trouve que c'est vachement proche en fait des gens à qui quand tu dis le Japon, les gens ils s'imaginent des samouraïs. Non mais c'est drôle, Les gens qui ne s'intéressent pas suffisamment au Japon, quand on va leur dire Japon, tout de suite ils vont s'imaginer les samouraïs, etc. Sauf que c'est vieux en fait, c'est plus du tout actuel. Et du coup c'est marrant en fait que quand je te demande l'image de la France que tu as, tu me dises que c'est des chevaux, etc. Parce que on a vécu ça à une époque. Enfin je sais pas, j'ai trouvé ça drôle, voilà. Désolée, je suis désolée. On a une image de merde. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais ça. Non. Elle l'a fait pour moi. Incroyable. Mais du coup voilà, entre les Français qui sont infidèles, les Français qui font la gueule dans le métro, je trouve que t'as pas quand même une très bonne image de la France. でも私がインスタグラムとか YouTube とかやって DM がもうすごい優しくて、なんかちょっと感動というか気使ってくれたり優しくしてくれたり、もうなんか優しさがすごい伝わってくるので。まあ思ってたよりフランス人は結局優しいってことじゃない？そうです。すごく優しくしてくれてありがとうございます。Ah bah je trouve que c'est un beau mot pour la fin. On termine là-dessus. Sur ce voilà, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir répondre un petit peu à toutes vos questions encore une fois. Et ben merci à Hina-chan aussi d'avoir participé. Merci, c'est moi qui merci beaucoup. J'ai passé un moment superbe grâce à vous. Oh super, joli le français, très joli, très joli. C'était pour moi, le plaisir était partagé. Ça m'a fait plaisir un petit peu de pouvoir vous présenter Hina-chan, de pouvoir avoir aussi justement la vision japonaise un petit peu, ce que elle ressent par rapport à la France, par rapport au fait que voilà, elle commence à apprendre le français, etc. C'est très intéressant. Merci beaucoup du coup d'avoir participé à la vidéo. ありがとうございます。
Si vous avez d'autres questions à me poser, des questions auxquelles vous avez envie que je réponde, bah mettez-moi ça dans les commentaires. Je m'en servirai encore une fois pour la prochaine vidéo d'Inomitsu qui arrivera certainement le mois prochain. Et sinon encore une fois, bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire, le partage. Partagez les vidéos, c'est très important. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Mitsu. Et Hina. Elle fait même le générique, c'est génial.